C'est parti. Il a déjà annoncé son intention de rempiler à la tête du parti qu'il dirige depuis maintenant 2 ans et demi. Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, est l'invité de votre instant politique sur France Info. Bonsoir Olivier Faure. Bonsoir David Delos. On va commencer tout de suite. Je vais vous demander de me rejoindre. Je vous en prie, venez devant cet écran sur lequel on va vous diffuser une image, celle que nous considérons comme étant celle de l'actualité de ces dernières heures. Regardez, Elisabeth Borne, Agnès Pannier-Runacher à Béthune aujourd'hui. La ministre déléguée à l'industrie, la ministre du Travail se sont rendues à Béthune pour rencontrer les parties prenantes du dossier Bridgestone. Et il y a 2 positions qui s'opposent dans ce dossier. D'un côté, le gouvernement qui affirme qu'il sera attentif à la parole donnée, et puis de l'autre, la direction de Bridgestone qui assure que la fermeture du site de Béthune est la seule option possible. Qui faut-il croire dans ce dossier, Olivier Faure ? Ni les uns ni les autres. La réalité, c'est qu'il y a des choix qui ont été faits depuis fort longtemps par la société Bridgestone de ne pas investir dans ce site et de faire en sorte de le laisser mourir. Et donc on a aujourd'hui des salariés qui sont les otages, finalement, d'une stratégie d'entreprise voulue, qui a été mise en œuvre avec conscience, avec récurrence. Et on a un gouvernement qui fait semblant. Parce que la réalité, c'est que des Bridgestone, ça n'est pas le premier, ça n'est pas non plus le dernier. C'est-à-dire que le gouvernement aurait pu déjouer cette stratégie d'entreprise. Mais y compris aujourd'hui dans le plan de relance qui nous est proposé, on nous dit qu'on va maintenant supprimer les impôts dits de production pour les entreprises. 20 milliards qui partent dans leur poche directement, sans aucune condition. Comment voulez-vous que demain, il n'y ait pas à nouveau des entreprises qui viennent profiter de l'argent qu'on leur donne et qui ensuite prennent toute liberté et plient bagages quand elles en ont envie. Ce qui veut dire que vous ne faites pas confiance a priori aux entreprises. Ça veut dire que dans la vie, il vaut mieux prendre ceinture et bretelles que de laisser la part belle à l'initiative, parce que en l'occurrence, là, vous avez des entreprises qui sont aujourd'hui des prédateurs, qui considèrent que chaque territoire est un territoire qui peut leur apporter, que la manne publique peut les aider à conforter leur position, mais quand ils n'en ont plus besoin, ils laissent tomber les salariés comme des Kleenex. Ça, c'est plus possible. Et donc, oui, je suis pour qu'il y ait des conditions fixées aux entreprises pour toucher de l'aide publique. C'est la moindre des choses. Cet argent-là, ce n'est pas de l'argent qui tombe du ciel. C'est votre argent, c'est le mien, c'est celui des Françaises et des Français. Et donc, quand cet argent-là rentre dans les poches de l'entreprise, il doit y avoir des conditions qui lui sont fixées pour qu'effectivement, elle respecte à minima l'engagement qu'elle doit prendre avec nous. Alors, concrètement, vous auriez été au pouvoir. Comment auriez-vous agi avec Bridgestone ? Mais moi, je souhaite que désormais toute aide publique soit conditionnée, à minima, à une négociation entreprise par entreprise. Si on avait et je prêche, y compris pour ma propre paroisse, si je puis dire, y compris en regardant ce que nous avons fait sur le CICE, c'était la même chose, il n'y avait pas de conditions. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, on a eu cette entreprise qui a touché de l'argent public, beaucoup, et qui n'a jamais eu à en rendre compte. Moi, ce que je souhaiterais, à minima, c'est que chaque année, sur la base de ce qui est offert, grâce au CICE, ou grâce maintenant aux allégements de charges qui sont ceux de M. Macron, eh bien, qu'on fasse en sorte qu'il y ait une négociation dans l'entreprise et qu'on dise si cet argent-là va à l'emploi, à la formation, à la rénovation de l'appareil productif, bref, qu'on cherche à partager une décision qui, malheureusement, ne l'est pas aujourd'hui et qui conduit à des choix qui sont des choix unilatéraux et qui conduisent à des drames sociaux. Dans cette émission, Olivier Faure, une promesse, celle d'être interpellé par des citoyens. Alors je vais vous demander de regarder ce que Adrien Roard, bonsoir Adrien, a à vous proposer. On a choisi quelques téléspectateurs, quelques observateurs citoyens, comme nous allons les appeler à partir de maintenant. Vous allez nous présenter ceux qui vont interpeller Olivier Faure. Absolument. Bonsoir Olivier Faure. Alors, c'est pas tout à fait un scoop de dire que finalement les Français se sentent parfois déconnectés de la classe politique, qu'ils ont l'impression que vous ne leur parlez pas assez. Alors, j'imagine que comme tous les gens qui vont succéder sur ce plateau, vous allez nous dire que vous, vous faites différemment, que ceci ne vous concerne pas. Et pourtant, on a décidé de prendre les devants. Et en effet, on a convoqué dans cette émission des observateurs citoyens qui vont, vous interpeller, vous parler, vous raconter leur quotidien. Alors, je vous les présente. Aujourd'hui, ils sont 4. Les voici. On a d'abord Linda,
qui a 44 ans. Linda, elle est conductrice de bus à la RATP à Asnières. Elle est adhérente CGT et au Parti communiste français. Alors l'image ne bouge pas, mais peu importe, je continue la petite liste. Nous avons également François Loïc, il a 36 ans, il est pharmacien à Angers. Anne, 45 ans, chef d'entreprise dans l'éclairage. Alors, elle fait du Made in France, 25 millions de chiffre d'affaires et elle habite à Bischofsheim, c'est en Alsace. Et enfin, Hichem, que vous rencontrerez par écran interposé. Il a 25 ans, il est ouvrier dans le fret ferroviaire à Lyon et il est fan de l'OM, de l'OL, pardon, oulala, le lapsus. Oui, attention. Elle est mal finie. Hein. Oui. C'était une première, ça serait peut-être la dernière aussi. C'est mal parti. Alors, on n'est pas là pour parler de foot, ceci dit. Et je leur ai demandé ce qu'ils pensent de vous. C'est pas le moment le plus agréable de l'émission. Je vous le dis tout de suite, on écoute quand même. On écoute quand même, bien sûr. Alors, on écoute. Alors, petit problème technique. Voilà, ça arrive, des petits problèmes techniques. Nous sommes C'est du direct. Recalons le bon sonore. Voici ce que les Français que nous avons interrogés pensent de vous, Olivier Faure. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est sa volonté de s'ouvrir sur la gauche, en fait, et aussi la place qu'il va laisser à certaines femmes. Pour sauver la gauche un petit peu du marasme dans lequel elle se trouve, deux femmes se dessinent, Ségolène Royal et Christiane Taubira. Alors tout simplement, laquelle va-t-il choisir pour 2022 par exemple ? Alors, il y a eu une petite inversion de sonore et pour autant, vous avez quand même entendu la question. C'était la seconde relance que j'allais vous faire. On sent l'importance des femmes dans le débat politique. Ces Français ont envie de voir des femmes. Ségolène Royal, Christiane Taubira, laquelle vous choisirez ? Ségolène Royal, Christiane Taubira, Anne Hidalgo, Johanna Roland, Nathalie Appéré. Je donne là des noms de femmes qui sont des femmes fortes et qui aujourd'hui dirigent ou ont dirigé des collectivités ou étaient au gouvernement. Et il y a effectivement de la ressource à gauche de femmes qui aujourd'hui ont fait la démonstration qu'elles n'avaient rien à envier aux hommes. Pendant longtemps, on nous expliquait que bon, les femmes c'était bien, mais enfin elles n'avaient pas l'expérience. Désormais, nous ne pouvons plus nous cacher et je crois que le temps des femmes est effectivement venu. Ça veut dire qu'il faut une femme ? Il faudra une femme candidate ? Il faudra le meilleur ou la meilleure, mais comprenez dans ce que je viens de vous dire que je ne verrai pas d'un mauvais œil qu'une femme aujourd'hui accède aux plus hautes responsabilités. Alors, on va maintenant écouter ces Français, ce qu'ils pensent de vous. Voici ce qu'ils m'ont dit tout à l'heure. Décidément. Ils arrivent, ces Français. C'est la technique, ils ne veulent pas nous faire de mal, donc ils ne veulent pas. Du grand public, moi je ne le connaissais pas très honnêtement, je ne savais pas qui c'était. Alors Olivier Faure, c'est le chef de file du PS. Après, aujourd'hui, les partis traditionnels comme le PS, j'ai l'impression qu'on les entend pas beaucoup. Ouais, il est de gauche déjà. La gauche, elle est complètement coupée en plein de petits morceaux. Il a envie de fédérer et la partie socialiste et la partie écologiste. Il a vraiment raison, en tout cas, de vouloir rassembler tout le monde. On n'attend plus du tout des clivages droite-gauche, mais plus des gens qui vont faire des propositions, plus que systématiquement s'opposer à ce qui peut se faire ou ce qui peut se dire. Bon, moi, le PS, en pleine reconstruction, tout ça, moi, j'ai pas vraiment suivi. Je sais juste qu'il faut qu'il y ait quelqu'un d'un peu plus charismatique qui les représente, c'est tout ce que je peux dire. Pour moi, en fait, il est pas assez en bas. Donc, on peut dire, ouais, qu'il est déconnecté. Il n'est pas assez en bas, Olivier Faure, c'est ce que nous a dit Linda. Il est déconnecté, pas assez charismatique, ça c'est Hichem. J'imagine que ces critiques, elles vous touchent forcément. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur répondre ? Je ne suis pas en bois et je sais bien que ces critiques-là, elles viennent parce qu'aujourd'hui, on a une gauche qui est tellement morcelée, qui a été en réalité rendue inaudible par cette compétition qui a duré tellement longtemps et qui nous a tellement affaiblis. Et donc aujourd'hui, on a du mal à comprendre ce qu'est le PS, ce qu'est la gauche en général, quels sont les rapports que nous entretenons les uns avec les autres. Mais c'est un peu de votre faute aussi, c'est ce qu'on comprend. Mais moi, je ne me suis jamais caché derrière mon petit doigt. J'ai toujours pris ma part. J'ai toujours cherché à faire en sorte que nous ne soyons pas justement cette espèce de gauche arrogante qui sait tout sur tout et qui n'a pas de questions à se poser sur elle-même. Et j'ai commencé même mon mandat en me posant des questions sur nous-mêmes. Pourquoi nous avions raté ? Qu'est-ce que nous avions raté ? Pourquoi nous n'avions pas été compris par les Françaises et les Français ? J'ai fait ce qu'on appelle trivialement l'inventaire. J'ai essayé de dire quelles sont les raisons pour lesquelles nous avions effectivement déçu. Et j'ai cherché à chaque étape à regarder les Français en face. Ne pas me cacher derrière le petit doigt et voilà, avoir touché à cette volonté de dialogue. Et si j'ai été réélu dans des circonstances un peu particulières, reconnaissez-le, il y a 3 ans, c'est parce que les Français qui me connaissent
dans ma circonscription, savent très bien que je suis un homme de dialogue, que je ne vis pas en haut, mais que je vis au milieu d'eux, et que je sais très bien ce qu'ils vivent, et que ma volonté est d'avoir une gauche à la fois parfaitement réaliste, mais qui soit une gauche vraiment de gauche. Merci Adrien, on vous retrouve tout à l'heure. Et n'oubliez pas, quant à vous, si vous voulez faire partie de notre panel, si vous voulez poser vos questions, interpeller nos invités, #VIPol. Olivier Faure, je vais vous demander d'aller rejoindre Gilles Bornstein. C'est le moment du premier face-à-face de l'émission. Gilles, c'est à vous. Bonsoir Olivier Faure, asseyez-vous, je vous en prie. Alors bonsoir, évidemment, on va d'abord parler de Covid. 450 000 cas en France depuis le début de l'épidémie, 31 000 morts. Et la nouveauté, c'est que les hospitalisations sont à nouveau importantes et on meurt du Covid en ce moment en France aujourd'hui. Devant cette nouvelle vague ou la recrudescence de l'ancienne vague, peu importe les chiffres, est-ce qu'il n'est pas temps d'arrêter les chicayas et de décréter une sorte d'état d'urgence, voire d'union nationale, comme on a eu un petit peu au début de l'épidémie? Vous faites bien de le rappeler parce que ça tombe bien, c'est moi qui l'avais proposé. Et je l'ai encore reproposé il y a quelques jours au gouvernement en demandant à ce qu'ils réunissent à nouveau les chefs de parti, les présidents de groupe au Sénat, à l'Assemblée, pour que nous puissions ensemble répondre à cette crise sanitaire qui est une crise sans précédent. Et sur la crise économique, sociale, il y a des choses qui doivent nous... Même y compris la démocratie suppose qu'il y ait des choix différents. En revanche, sur cette question sanitaire, il est impératif que nous puissions avoir des réponses communes, collectives, ne serait-ce que pour qu'il n'y ait pas d'interstices entre lesquels naissent tous ces complotismes, ces fake news, tout ce qui finalement mine la décision publique et finalement crée de la défiance à un moment où il faut de la confiance absolue dans nos institutions. Et donc l'Union nationale, c'est oui ou c'est non? Parce qu'on sent des chicaillages. Jean-Luc Mélenchon a dit rien ne fonctionne. La droite critique aussi. Vous aussi, il vous arrive de critiquer. Est-il encore temps? Mais il est toujours temps de faire en sorte qu'il y ait une responsabilité partagée. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça suppose aussi que, avant chaque décision, il y ait une vraie concertation qui permette d'aboutir à une décision qui nous soit commune. Et non pas simplement une mise en scène, comme nous l'avons trop souvent connu, avec le président et le Premier ministre, qui nous a réunis à plusieurs reprises, mais pour nous dire ce qui était déjà en réalité décidé, et même pour nous informer quelques minutes plus tôt, avant que les Français ne le soient eux-mêmes. Donc ce n'est pas ça que je demande. Moi, ce que je demande, c'est que nous puissions avoir ensemble les données du problème, que nous puissions, sur cette question-là seulement, être en situation de faire que la réponse apportée ne nous distingue pas et qu'on ne puisse pas trouver une feuille de papier à cigarette entre les uns et les autres pour que les Français se disent « Bon, sur ce sujet-là, c'est un sujet qui est un sujet de vie et de mort. Il n'y a pas de débat politique au sens classique du terme, il y a une volonté commune de lutter. » Alors justement, sur la dernière décision, celle qu'on a apprise aujourd'hui, à savoir le nouveau protocole à l'école, les classes ne fermeront plus à partir de 3 cas déclarés, mais à partir d'un cas déclaré, mais à partir de 3 cas déclarés, pardonnez-moi. En gros, la priorité du gouvernement est de dire les enfants doivent le plus possible rester à l'école. Est-ce que vous approuvez? Oui. J'approuve parce que il y a eu tellement de dégâts qui sont des dégâts collatéraux, qui sont les dégâts sociaux, éducatifs, culturels. Et il y a une part de la population française qui ne peut pas être éloignée de l'école trop longtemps. Et moi, je pense à ces enfants qui ne peut pas être une génération sacrifiée. Et donc, oui, je souhaite que les enfants puissent le plus possible être à l'école. Alors, vous dites souvent que votre projet est désormais social, évidemment, mais aussi écologique. Alors, je vous propose un cas pratique sur l'écologie, c'est l'écotaxe proposée par la Convention citoyenne sur le climat. Je l'explique pour le téléspectateur, nous payerons tous 30 € de plus pour un moyen courrier, 60 € de plus pour un long courrier, le tout allant financer la transition écologique. C'est très bien, mais ça peut avoir des conséquences pour l'emploi. C'est ce que dit en tout cas le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari. On l'écoute. Les conséquences, notamment sociales, c'est la destruction, à terme, d'environ 120 000 à 150 000 emplois. Ce qui paraît quand même un peu baroque dans la situation que nous connaissons. En tant que responsable politique, il faut dire toutes les conséquences. Et les conséquences en termes d'emploi, dans un moment où la France vit une crise majeure, elles seraient massives si cette taxe était imposée de façon autoritaire. Qu'est-ce qu'on fait alors si cette écotaxe coûte à la France 120 à 150 000 emplois? On l'a fait pas? J'aimerais d'abord comprendre quels sont les chiffres donnés par le ministre Djebbari. Alors c'est certainement les compagnies qui... Oui, vous avez raison de le préciser, c'est certainement les compagnies qui disent que si elles devaient s'appliquer à elles-mêmes la taxe pour ne pas augmenter le prix des billets... Débat qu'on a eu pour la TVA par exemple. Oui, mais ça n'est pas tout à fait ce que proposent les citoyens de la Convention. Ils proposent qu'il y ait un additif. Cet additif serve en réalité à la fois
responsabiliser celles et ceux qui prennent l'avion, mais aussi à trouver des fonds qui vont permettre de financer Donc on n'y renonce pas. Cette écotaxe est une bonne idée. Mais je pense que... Est-ce que vous avez entendu les chiffres qui ont été donnés ce matin par Oxfam? Vous avez aujourd'hui 1% les plus riches de la planète qui consomment 15% donc aujourd'hui de la consommation énergétique par le biais de l'aviation. Les 10% les plus riches de la planète consomment 52%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez finalement une minorité de gens qui sont les grands bénéficiaires de ce système et qui peuvent très largement payer cette contribution à la planète. Olivier Faure, on ne parle pas là des difficultés de ceux qui voyagent, on parle de ceux qui transportent. Pour les compagnies aériennes, c'est un gros manque à gagner et ça pourrait leur coûter très très cher. Mais non, en fait, c'est eux qui choisissent de dire qu'ils baisseraient le prix de leur billet pour pouvoir amortir le poids de la taxe. Mais rappelez-vous de la taxe sur les billets d'avion, la taxe dite Chirac. Mais qui en parle encore aujourd'hui? Personne. Parce que l'évidence, c'est que c'était 1,5 milliard, là, c'est 4 milliards. D'accord, mais enfin, est-ce que vous pensez vraiment que ces fameux 1% des personnes les plus riches du monde, qui consomment 15% de ces voyages, ne peuvent pas aujourd'hui mettre 60 € sur un billet d'avion? Vous pensez que ceux qui partent à l'autre bout du monde ne peuvent pas mettre ça, je n'en doute pas une seule seconde. Je n'en doute pas une seule seconde. Mais en termes de revenus et de chiffre d'affaires, c'est peut-être très lourd à porter pour les compagnies. Mais encore une fois, je vous dis que les compagnies aériennes ne sont pas obligées de le supporter. C'est pas parce que la taxe existe qu'elles sont obligées de l'endosser pour elles-mêmes et de réduire leur taux de marge en fonction de cette taxe. Ça, c'est ce que laisse penser M. Djebbari. Mais moi, je ne le pense pas. Je pense qu'il y a aujourd'hui nécessité, d'abord, de faire en sorte que... Alors, après, on peut aménager cette taxe. Je ne la porte pas telle quelle. Moi, je pense, par exemple, qu'il y a des transports aujourd'hui qui ne se justifient pas. Comment vous justifiez le fait d'avoir des vols intérieurs Paris-Lyon, Paris-Marseille, quand vous avez des TGV qui vous mettent en réalité avec 20 minutes de plus ou de moins sur le trajet continu, parce qu'il faut aller à Orly, après il faut attendre, faire la queue, puis voler, puis redescendre, reprendre un taxi. Bref, vous vous rendez compte de ce que ça représente en termes d'impact sur la planète pour finalement gagner 10 minutes à quart d'heure. Ça n'a aucun sens. Et donc, il faut aujourd'hui que nous ayons quand même une conscience de l'empreinte carbone de ce que nous faisons. Et donc, pour chacun d'entre nous, ça suppose de réfléchir. Et pour ma part, à chaque fois désormais que je me déplace sur le territoire français, et je me déplace beaucoup, eh bien, je cherche à chaque fois à regarder ce qu'il est possible de faire, et de le faire plutôt avec des transports qui sont moins coûteux en carbone pour tout le monde. On va parler politique, enfin c'était de la politique, mais on va parler de personnalité politique. Vous êtes le grand artisan d'une candidature unique, socialiste et écolo. Il y a quand même un élément nouveau, c'est elle, on va la voir, c'est Anne Hidalgo. Le point titre, si c'était elle, c'est pas anodin, il y avait eu le même titre pour Ségolène Royal, vous vous en souvenez, dans l'Obs. Donc je vous pose la question, Olivier Faure. C'est challenge. Et challenge, je vous pose la question, et si c'était elle? Ce serait une très belle candidate et ce serait une très bonne présidente. Maintenant, faisons attention à ne pas brûler les étapes. À ce stade, elle n'a pas dit qu'elle était candidate. Et moi, ce que je souhaite... Ça a l'air de l'intéresser quand même. Je ne sais pas si ça l'intéresse. Vous devez le savoir. Mais ce que je sais, c'est qu'elle fait partie de celles et ceux qui, aujourd'hui, représenteraient avec beaucoup de maestria la gauche et l'écologie dans une élection présidentielle. Et parce qu'elle a le poids de l'expérience, eh bien, elle pourrait être aussi une présidente qui pourrait mener les Français dans cette transition que nous souhaitons tous. Maintenant, je sais aussi que 2 ans, c'est long. Et je sais aussi que, à force de commencer toujours par l'incarnation, on n'y arrive jamais. Et donc, moi, je souhaite porter une autre façon de faire. Je souhaite qu'on commence d'abord par parler du projet qui peut nous être commun, et ensuite, nous verrons bien quel est celui ou celle qui l'incarne le mieux. Voilà. Ça pourrait être... Enfin, si c'était elle, ça serait pas plus mal. Parce que si vous avez un socialiste... Je vous ai répondu. Vous m'avez répondu, c'est clair. Donc si c'est elle, c'est pas plus mal. Un dernier point, on a beaucoup parlé de tenues de filles, essentiellement, cette semaine. Alors, ces fameux crop tops, qui sont évidemment les t-shirts au-dessus du nombril. Ça a choqué beaucoup de monde. Valérie Pécresse qui dit « on ne va pas à l'école pour montrer son nombril ». Le ministre de l'Éducation nationale qui dit... On ne devrait pas faire de la politique non plus pour montrer son nombril. C'est peut-être qu'il faudrait lui rappeler. Jean-Michel Blanquer qui demande de s'habiller normalement. Personne ne sait trop ce que ça veut dire. Les jeunes filles doivent s'habiller normalement ou librement? Ça dit quoi de notre société? Ça dit simplement qu'il y a aujourd'hui une génération, et on devrait s'en réjouir, une génération de jeunes femmes qui dit « mon corps m'appartient ». Ce combat-là est dans la droite ligne de ces combats que nous avons menés dans les années 70, 80, et
qui était peut-être en passe d'être oublié. Et donc que des jeunes femmes disent aujourd'hui, je veux qu'on me laisse tranquille et qu'on ne me dise pas comment je m'habille. Voilà quelque chose qui me parle. Donc un croque-top, ça vous choque pas? Mais c'est pas une question de... Enfin, le corps des femmes appartient d'abord aux femmes. Alors, autre tenue, vous l'avez vu aussi, celle de la vice-présidente de l'UNEF en commission à l'Assemblée nationale. Elle s'appelle Mariam Pouchtou, voilée. Alors, on la voit ici, elle a le droit d'être voilée, rien ne l'interdit. Vous seriez resté à l'Assemblée nationale rapidement? Je serais resté. Vous serez resté. Mais vous vous rendez compte que... Mais enfin, cette femme, on peut contester le fait qu'elle porte le voile. Et d'ailleurs, il y a un sujet depuis longtemps, puisqu'elle est porte-parole d'un syndicat étudiant, féministe, et qui n'a pas tout à fait de logique à ce qu'elle le porte. Mais voilà, mais c'est ma question. Vous qui avez été membre de l'UNEF, qu'une vice-présidente de l'UNEF soit voilée à l'Assemblée, est-ce que vous, Olivier Faure, ça vous perturbe? Ça me gêne, parce que le combat qu'elle porte ne souffre pas de symboles prosélytes qui, effectivement, viennent brouiller le message. Parce que un parti politique, un syndicat, ont une vocation qui est universelle. Et donc, celles et ceux qui les représentent, je ne parle pas des syndiqués, mais celles et ceux qui les représentent doivent avoir ce caractère universel. Maintenant, ce voile, elle ne le porte pas depuis hier. Et donc, on l'a invitée à l'Assemblée en connaissance de cause. Ce n'est pas une provocation nouvelle. Elle est venue avec le voile qu'elle porte tous les jours. Et donc, faire semblant de le découvrir quand elle arrive dans la salle, j'ai trouvé ça assez grotesque. Et pour tout vous dire, j'ai trouvé que ce que Leïla Slimani a dit ce week-end dans une autre émission de télévision était parfaitement juste. On peut ne pas être d'accord avec le voile, mais on ne cherche pas à humilier la femme qui le porte. Ça me paraît être une excellente façon de voir les choses. Merci Olivier Faure. Merci à vous Gilles Bernstein. Olivier Faure, je vais vous inviter à venir nous rejoindre à cette table où nous allons retrouver Adrien Rohar. Allez-y, je vous en prie. Et nous allons être confrontés à un nouveau questionnement de nos observateurs citoyens. Adrien Rohar, vous êtes leur porte-parole. Oui. À qui la parole pour commencer? Ils en ont des choses à dire et on avait envie de leur parler de la pandémie qui les touche évidemment directement. Et vous allez le voir, chacun a un rapport très différent à cette pandémie de Covid-19. On va d'abord écouter Hichem, c'est notre Lyonnais de 25 ans, ouvrier dans le fret ferroviaire, qui lui avait envie de vous poser une question, en tous les cas de nous raconter finalement ce qu'il a vécu à travers son entreprise et son quotidien. On l'écoute. J'ai moi-même été en contact avec une personne déclarée positive. Moi, quand j'en ai parlé à mon entreprise, puisque j'ai déclaré ne pas avoir de symptômes, ils m'ont fait revenir travailler sans me suggérer de faire de tests. Et j'ai trouvé ça consternant. Comme la plupart de mes collègues. Du coup, de ma propre initiative, j'ai voulu me faire tester. Et malheureusement, je me suis confronté à un vrai problème. C'est-à-dire que tous les laboratoires sont engorgés. Dès qu'on appelle, c'est des rendez-vous qui sont 2 semaines plus tard. Pour le peu qu'on n'ait pas de symptômes, justement, on n'est pas priorisé. Donc, la seule solution qui s'offre à nous, c'est de faire la queue pendant 4-5 heures et ne même pas avoir la garantie de pouvoir faire le test. Alors, est-ce que vous trouvez ça consternant, Olivier Faure, comme nous l'a dit Hichem, et comment on explique ça, des heures de queue pour se faire tester? Il y a aujourd'hui un problème évident sur la question des tests. Et ce qui est très regrettable, c'est que les mois qui ont été, ceux qui sont écoulés depuis le déconfinement jusqu'à aujourd'hui, ces mois n'aient pas été mis à profit pour créer des chaînes qui soient des chaînes qui fonctionnent. Mais évidemment, il y a des priorités. Et quand on n'est pas soi-même, quand on est asymptomatique, quand on a simplement un soupçon, qu'on est peut-être dans le doute, mais qu'on n'a absolument aucune raison de l'être, eh bien, la priorité doit être accordée d'abord à ceux qui sont symptomatiques, à ceux qui sont cas contact, à ceux qui ont besoin, pour l'exercice de leur profession, notamment dans le domaine de la santé, eh bien, de se faire tester. Après, il y a des pays dans le monde qui réussissent très bien à tester tout le monde, et c'est manifestement pas notre cas quand on entend ce genre de témoignages. Bien sûr, et c'est aujourd'hui un vrai sujet. Mondiale. Vous vous rendez compte qu'il faut parfois 1 semaine pour avoir les résultats, et donc pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est ceux qui sont cas contact de cette personne qui est soupçonnée d'avoir le Covid. Qu'est-ce qu'elles font? Elles sont elles-mêmes retranchées chez elles, alors même qu'on ne sait pas si la personne qui est censée être contagieuse est vraiment porteuse du Covid. Ça crée des dysfonctionnements en chaîne. Et je vous parle en connaissance de cause parce que autour de moi, il y a eu de nombreux cas de ce type qui ont créé beaucoup
de complexité, de dysfonctionnements familiaux, professionnels, etc. Et donc, oui, c'est incompréhensible que les tests salivaires ne soient pas encore arrivés en France, que les autotests ne soient pas ici aussi. Et c'est vrai, vous avez raison de dire, nous sommes la 5e ou la 6e puissance mondiale. Comment est-il possible que nous soyons aussi dépendants de l'extérieur? Ce qui pose une autre question, qui là doit aussi nous interroger. Comment se fait-il que depuis si longtemps nous n'ayons pas cherché à rétablir notre souveraineté sanitaire? Ça n'est pas normal que nous soyons aujourd'hui dépendants de pays comme la Chine pour la vaccination, pour les réactifs, pour tout ce qui aujourd'hui, les masques, les tests, bref, que nous soyons aussi dépendants de l'extérieur. Donc là, effectivement, il y a une priorité qu'il faut impérativement mettre en avant. Et autre question, Olivier Faure. On a très peu de temps dans cette émission, malheureusement. 45 minutes, c'est long, mais ça ne passe pas assez vite. On a une question de François Loïc. Vous allez l'entendre, il est pharmacien, lui, à Angers. Et pour le coup, il a envie de vous parler aussi d'un sujet qui va peut-être nous concerner tous très bientôt, c'est la vaccination. Écoutez-le. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de vaccination contre la grippe. Alors, c'est pas la vaccination encore contre le coronavirus, mais si ça peut empêcher d'avoir une épidémie de grippe meurtrière par-dessus cette épidémie de coronavirus, c'est une bonne chose. Donc, d'une part, moi, je trouve que ce serait une bonne chose d'élargir encore la vaccination antigrippale, de la rendre pourquoi pas gratuite, et puis de permettre, par exemple, aux pharmaciens de pouvoir la faire de façon massive. C'est beaucoup plus facile que de prendre rendez-vous chez son médecin. Et puis, une question, Olivier Faure, c'est est-ce que le jour où le vaccin contre le coronavirus sera disponible, sera-t-il prêt à le faire? Alors, est-ce que vous ferez vacciner quand on aura un vaccin ou pas? Oui, bien sûr. Bien sûr, moi je suis vraiment pour la vaccination, parce que c'est la meilleure façon de garantir notre sécurité collective. Et quand on se dit solidaire, eh bien, il faut accepter l'idée qu'on peut être soi-même un vecteur, même si on n'en meurt pas, on est un vecteur pour d'autres. Et donc, oui, je me ferai vacciner le jour où le vaccin existera. Mais là, ce qu'il dit sur le vaccin contre la grippe, il a raison aussi. Vous imaginez si les médecins généralistes sont totalement saturés parce qu'il y a une épidémie de grippe, s'il faut traiter la grippe et en même temps le Covid. Donc, la responsabilité que nous portons tous, c'est de nous faire vacciner, surtout pour celles et ceux qui ont dépassé, je ne sais plus quel est l'âge à partir duquel il est recommandé de faire ce vaccin, mais je souhaite effectivement que toutes celles et ceux qui en ont la possibilité, surtout si ce vaccin est rendu gratuit, comme ce qui est proposé par Loïc, eh bien effectivement, oui, il faut le faire, bien sûr. C'est comme ça que nous avons réussi à éradiquer des maladies qui ont été des maladies mortelles pendant de très longues années dans nos pays. Olivier Faure, on va passer maintenant à une séquence que nous avons appelée confrontation dans l'émission, dans votre instant politique. Je vais vous demander de nous rejoindre. Je vous suis encore, d'accord. Vous me suivez. On n'arrête pas de bouger dans cette émission et c'est ça qui est assez sympa. Je vous en prie, allez vous installer. Elle affirme, qu'être femme de flic est devenue une peur. Avec son association, elle a décidé de dire son ras-le-bol de conjointe des membres de forces de l'ordre, des forces de sécurité confrontées à une violence, à une haine qualifiée de grandissante. Elle, c'est Perrine Salé, porte-parole de l'association Femmes des Forces de l'Ordre en colère. Bonjour, bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci. Je crois que vous vouliez interpeller donc Olivier Faure au nom de votre conjoint, puisque lui est tenu à un devoir de réserve. Au nom de mon conjoint, peut-être pas totalement en son nom propre, mais plutôt au nom des familles de fonctionnaires de police, parce que la question du Parti socialiste sur la sécurité est encore floue, notamment avec cette question d'union des gauches en devenir, notamment pour 2022. Ça y est, c'est la grande rentrée des candidats et des candidatures, on va dire. Donc, quelle est la position aujourd'hui de cette gauche potentiellement unie, alors que certaines personnalités se sont même récemment illustrées dans des propos relativement infâmes à l'encontre de la police, notamment, je pense à monsieur Bouaf, que vous aviez pu retweeter sur votre compte Twitter en avril dernier, qui, lui, qualifie une syndicaliste bien connue, madame Linda Kebab, d'arabe de service, ou encore avec des élus d'Europe Écologie Les Verts, même s'ils en sont revenus, qui font des amalgames assez honteux sur la police actuelle et la rafle du Veldiv. Donc tout ça, ce sont des questions qui aujourd'hui nous interroge sur l'avenir de la gauche et la position de la gauche sur la sécurité et votre vision sur les forces de sécurité intérieure. Votre réponse, Olivier Faure. D'abord, merci pour cette confrontation et je vais vous répondre très clairement. Je suis un homme de gauche et pour moi, la sécurité, ça n'est pas un gros mot. Et la police, c'est d'abord la police républicaine. Et donc, je suis parfaitement conscient de ce que ça représente en termes de difficultés, tenir la sécurité collective. Je sais à quel point aujourd'hui ils payent un lourd tribut en termes de suicide, en termes de violences qu'ils subissent, de dépression et ce que ça représente aussi pour les familles qui les accompagnent. Donc rien de cela ne m'est étranger et je veux d'abord vous dire que j'ai le plus grand respect pour celles et ceux qui exercent cette mission. Ensuite, la gauche
vous avez raison de le dire, moi je souhaite la rassembler. Mais je ne souhaite pas la rassembler sur un ensemble vide. Je souhaite la rassembler sur des bases qui soient claires et les plus claires possibles. Je veux un contrat de coalition où chacun vienne avec ce qu'il est. Et moi, dans ce que je dirais, si de nouveau nous retrouvons autour d'une table, c'est que sur la question de la sécurité, on ne transige pas. Et ça suppose quoi? Ça suppose tout simplement qu'on reconnaisse à la fois la brutalité de ce métier, qu'on reconnaisse la nécessité impérieuse de faire confiance à nos policiers. Ça suppose de ne pas, comme vous le rappeliez, faire des amalgames honteux, et je les ai dénoncés en leur temps, entre la police de Vichy et la police d'aujourd'hui, qui n'ont rien de comparable. Je n'ai pas le souvenir récent d'avoir vu des policiers mettre des enfants dans des wagons pour les emmener vers les chambres à gaz. Donc cette comparaison était tout simplement inutile, odieuse et ça a été retiré depuis par le maire qui l'a prononcé, donc dont acte. Mais l'évidence, c'est que nous ne sommes pas ni dans la même époque, ni quoi que ce soit. Alors maintenant, je veux aussi vous dire autre chose. Il y a aussi dans la police des problèmes qu'il ne faut pas se masquer. Et il y a, comme d'ailleurs dans toute la société française, des problèmes de racisme, il y a des problèmes de violence aussi parfois. Et donc je souhaite qu'on puisse les objectiver, faire en sorte que demain, on puisse ne plus avoir à accuser inutilement celles et ceux qui n'ont pas à l'être. Donc des violences policières. Vous dénoncez les violences policières. Vous utilisez le terme. Il y a aujourd'hui des violences policières. Ça ne veut pas dire que les policiers sont tous violents, ni que tous les policiers sont racistes. Prenons un exemple sur ces fameux LBD. D'abord, il y a un problème de doctrine de maintien de l'ordre dans ce pays. Parce que les policiers, il faut bien dire ce qui est, ce sont d'abord des gens qui exécutent des ordres qui leur sont donnés par la préfecture de police de Paris, notamment pour les manifestations. Justement, et donc, mais on rajoute une couche, justement, à vous avez utilisé le terme LBD, mais pour les LBD, ça va devenir une véritable usine à gaz. C'est-à-dire que sur le terrain, désormais, celui qui devra effectuer le tir LBD va devoir attendre l'ordre d'un superviseur qui va devoir effectuer, vous êtes d'accord avec moi? Oui, c'est le nouveau schéma développé par Monsieur Darmanin, ministre de l'Intérieur, sur la question du maintien de l'ordre. Effectivement, le maintien de l'ordre pose question, et c'est tout à fait normal, et c'est sain de s'interroger sur les problématiques qui sont rencontrées et par les citoyens et par les policiers dans ce cadre de maintien de l'ordre. Effectivement, il y a eu un remodelage et une doctrine qui a été révisée. Sur ce même schéma, effectivement, la question des grenades, par exemple, de désencerclement ont été revues. Elles sont déjà abolies. Il y a les nouvelles qui sont déjà en place sur le terrain. Il y a aussi cette question de GLIF4 qui avait été abolie et qui est redevenue la GM2L. Justement de ce nouveau dispositif. En fait, ce sont des choses qui se font déjà, notamment dans la préfecture de police de Paris, mais qui me sont maintenant imposées, clarifiées, et on va voir ce que ça va donner effectivement sur le terrain. Malheureusement, il n'y a pas de schéma type. Ce sont des suppositions, ce sont des mises en place. Le point, moi, qui m'intéresse le plus, c'est sur cette information qu'il va y avoir pour le citoyen et pour les personnes qui sont spectateurs de la manifestation, pour pouvoir, par exemple, s'il y a une NAS, en sortir. Par contre, moi, il y a un truc qui me désole énormément sur du maintien de l'ordre, c'est qu'aujourd'hui, on essaie de trouver des solutions face à des personnes qui ont décidé de casser, qui viennent troubler systématiquement les manifestations. Alors justement, Olivier Faure, cette violence, justement, bien sûr, vous la ressentez? Bien sûr que je la ressens. Et bien sûr que c'est pas facile de maintenir l'ordre quand vous avez des gens qui sont face à vous, déterminés, et qui sont venus pour casser, et éventuellement, y compris pour blesser les forces de l'ordre. Donc, il y a là une menace qu'il faut comprendre, et y compris, on a affaire à des êtres humains qui peuvent avoir eux-mêmes peur, qui peuvent avoir des réactions qui dépassent même ce qu'ils auraient fait de sang-froid. Mais qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au LBD, par exemple, et sur le maintien de l'ordre? Pourquoi est-ce qu'on n'introduit pas une caméra qui suive le viseur qui permettent de dire, en fait... Les caméras piétons seront généralisées pour 2021. Il y a caméras piétons, mais moi je vous dis, par exemple, pourquoi on n'a pas une caméra sur chaque fusil qui permet de tirer des LBD, qui permettent de filmer ce que vise le policier? L'œil du policier ne sera jamais équivalent à l'œil d'une caméra. Ce que vous voyez objectivement n'a rien à voir avec ce que vous voyez quand vous êtes sur le terrain avec l'effet tunnel, et ça, tous les fonctionnaires de police pourront vous le dire. Et inversement, il y a aussi cette volonté de blesser, d'atteindre les forces de l'ordre, mais aussi de casser derrière. On a vu des véhicules brûlés, etc. Faut juste, pour vous donner un ordre d'idée, mon compagnon, sur 1 an de manifestation, a été blessé à 3 reprises. À 3 reprises, il a été blessé. Il a été également, il est passé 2 fois devant le tribunal en tant que victime. Sur ces 2 fois, il n'y en a eu qu'une seule fois où il a été indemnisé à hauteur de 100 € de dommages et intérêts. La question de l'interpellation, elle est essentielle pour nos forces de l'ordre, et ça nous amène, je pense, à mon sens, à une nouvelle question pour, je pense, la gauche réunie que vous souhaitez. C'est cette question des moyens matériels
financiers et effectifs sur le terrain, parce que c'est ça qui garantit la sécurité de tous. On va laisser Olivier Faure répondre. Plus de moyens ? Bien sûr, mais rappelez-vous, en fait, c'est sous Nicolas Sarkozy qu'on a perdu 13 000 agents, qu'ils soient gendarmes, policiers, etc. On a commencé à réembaucher sous François Hollande, Bernard Cazeneuve, et aujourd'hui, il y a effectivement un problème de moyens à la fois humains, mais aussi matériels. C'est pas, vous connaissez tous. Vous savez tous que, en fait, on a par exemple les GoFast, qui sont des véhicules qui sont hyper rapides, qui traversent la France avec de la drogue. Vous avez des policiers qui sont équipés avec des voitures qui, malheureusement, ne peuvent pas souffrir la compétition. Donc, effectivement, il faut des moyens qui soient donnés à la police pour qu'elle puisse faire face à des gens qui sont de mieux en mieux armés et qui sont de plus en plus équipés. Olivier Faure, on est en ce moment en plein procès des attentats de 2015. Il y a 5 ans, les Français applaudissaient les policiers, applaudissaient les forces de l'ordre. Que s'est-il passé ? Renaud embrassait même un flic. Que s'est-il passé entre 2015 et aujourd'hui où, au contraire, on n'hésite plus à agresser des policiers ? C'est une très bonne question. Que s'est-il passé ? Pourquoi, entre 2015 et 2020, il y a eu un tel fossé qui se soit creusé entre policiers et population ? Entre une partie de la population et les policiers, pour être plus juste. Tout simplement parce que les forces de l'ordre ont été passées dans des missions qui étaient des missions qui étaient mal conduites, avec, tout à l'heure on l'a dit, une doctrine de maintien de l'ordre qui était mal fixée, avec des objectifs qui étaient des objectifs qui étaient simplement des objectifs de répression, de manifestations, de mouvements sociaux, etc. Et donc le sentiment que la police était finalement le dernier rempart d'un pouvoir qui était lui-même acculé. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, il y a une part de cette population qui voit dans la police, finalement, non pas la police républicaine, mais la garde rapprochée du président de la République, ce qu'elle n'est pas. Perrine Salé, une réaction très rapide. Alors, 2 petites réactions très rapides. Le maintien de l'ordre, c'est environ 6% du travail de la police nationale. C'est 3,1 millions d'interventions par an. Et pour les questions de violence, c'est environ 0,05% de leurs interventions qui sont incriminées avec des signalements IGPN. Moi, maintenant, ce que j'aimerais vous poser comme question, c'est que vous m'aviez mentionné un peu plus tôt que vous compreniez la peur des familles et ce que nous pouvons subir. Aujourd'hui, on a une grande lutte au sein de l'association Femmes des Forces de l'Ordre en colère, c'est la reconnaissance d'une discrimination du fait de la profession de nos compagnons et de nos compagnes que nous subissons nous aussi également. Est-ce que vous en avez conscience ? Qu'est-ce que vous pouvez nous répondre par rapport à ça ? Très rapidement. J'en ai conscience, ça supposerait qu'on y travaille. Je ne peux pas vous donner une réponse comme celle-là parce que c'est très difficile, parce que les discriminations sont en réalité nombreuses et variées selon la situation des conjoints. Mais c'est vrai que vivre comme conjoint de policier, ça peut être une vraie difficulté. Et je sais qu'il y a parfois aussi une stigmatisation qui s'exerce à votre endroit par une forme de contagion irréfléchie, irraisonnée. Pour vous donner une idée, je suis menacée de reprise de mort. J'ai 2 plaintes qui sont en cours et les enfants de la présidente de l'association également. Oui, et c'est parfaitement... là, vous avez vous aussi le droit à la protection et droit aussi... on passe à un autre sujet, mais vous avez le droit d'être une femme aussi. Et donc, tout simplement, le droit d'avoir votre propre vie, indépendamment de celle de votre conjoint. Et c'est de toujours vouloir ramener la femme à son conjoint est une aberration qui ne peut pas se prolonger au XXIe siècle. Très bien. Merci beaucoup, Perrine Salé, d'avoir été avec nous. Adrien Rohard, le retour avec de nouvelles questions de nos observateurs citoyens. Et on va rester dans la thématique de la sécurité, Adrien. Absolument, j'ai voulu faire réagir nos observateurs à un chiffre, vous l'avez certainement vu, Olivier Faure, 55% des Français se disent favorables au rétablissement de la peine de mort. C'est un record, une étude Ipsos Soprasteria. Je leur ai parlé de ce chiffre, je leur ai demandé ce qu'ils en pensaient. Écoutez, il y a un petit mot qui revient souvent. C'est chaud, j'ai vu le sondage qui m'a un peu alerté. Ce chiffre de 55%, il m'étonne pas du tout, puisque c'est l'abolition de la peine de mort est très ancienne. Moi, je vais parler franco. Les gens sont favorables justement à la restauration de la peine de mort parce qu'ils estiment qu'il y a encore beaucoup de lacunes par rapport à l'insécurité. Je pense que c'est plutôt un sentiment d'insécurité qui augmente en France et que ce sentiment d'insécurité, les Français se disent peut-être que si on mettait la peine de mort en place, eh bien les criminels réduiraient leurs actes. J'aurais aimé savoir quel aurait été le vote d'Olivier Faure sur la question de la peine de mort lorsque ça a été présenté par Robert Badinter en 81. Il y a une question de François Loïc. Pour vous, qu'auriez-vous fait en 80 ? Je précise que 55% des Français favorables, c'est plus 11 points en un an.
J'aurais évidemment voté l'abolition de la peine de mort avec Robert Badinter et François Mitterrand. Évidemment. Je l'aurais fait parce que j'entends ce que disent les uns et les autres. Et j'entends qu'aujourd'hui, avec l'arrivée du terrorisme, le sentiment d'insécurité qui est évoqué par plusieurs d'entre eux, eh bien, on a envie de dire que ces gens-là ne peuvent pas mériter une vie qu'ils veulent supprimer à d'autres. Mais la réalité, c'est que ce n'est absolument pas dissuasif. On entend dire que ça pourrait les aider à réfléchir. Mais non. En fait, puisqu'on est dans le procès de Charlie en ce moment, chacun sait très bien que celles et ceux qui sont partis au Bataclan, à Charlie, à l'Hypercacher, savaient qu'ils mourraient. Ils étaient là en ayant une claire conscience que la fin de leur périple se terminerait par leur propre mort. Et même une mort qu'ils vivent comme finalement leur arrivée directe au paradis. Donc, ça n'est pas du tout un obstacle à leur passage à l'acte. Et donc, la question qui nous est posée à nous, c'est est-ce que nous sommes nous-mêmes capables de donner la mort au nom de la société, ou est-ce que nous considérons que ça ne nous appartient pas? Et moi, je fais partie de ceux qui, humanistes, considèrent que ça ne nous appartient pas. Voilà. Et donc, je souhaite que ce débat puisse se prolonger. Ce n'est pas, malheureusement, on retourne en arrière parce que les années 70 avaient permis de lever cet obstacle et de faire en sorte que progressivement, les Français se convertissent à l'idée que la peine de mort n'était pas dissuasive et que ça n'était pas la réponse pénale adaptée. Bon, peut-être faudra-t-il y revenir, mais ce combat-là... Olivier Faure, vous savez que 39% des sympathisants du Parti socialiste sont pour le rétablissement de la peine de mort. 4 sur 10 quand même. Mais je l'entends et je le comprends. Enfin, je vois bien ce que réveille notamment la question du terrorisme aujourd'hui, c'est qui est effectivement... la barbarie de retour, etc., le sentiment de cette violence qu'on subit et qu'on a envie de dire ces gens-là ne méritent pas la vie. Je le comprends bien, mais je ne pense pas que ce soit la réponse adaptée. Adrien. On a entendu parler d'insécurité, et vous l'avez bien noté dans les réactions de nos observateurs. Anne a une question pour vous. Si la gauche socialiste revient au pouvoir, c'est une question concrète, écoutez-la. Alors moi, ce que j'aimerais surtout poser comme question, c'est comment est-ce qu'ils vont gérer la petite délinquance, la délinquance qui va au final engendrer des actes plus graves. Il y a un démarrage et je pense qu'il faut qu'il soit pris très très tôt. Exactement. Elle a raison. Elle a raison et d'ailleurs, là aussi, en fait, je regrette que d'un gouvernement à l'autre, on passe d'une solution à une autre. Lionel Jospin avait mis en place ce qu'on a appelé la police de proximité. Nous avions, dans le quinquennat précédent, mis en place les zones prioritaires de sécurité. Ça permettait quoi? Ça permettait d'avoir une appréhension directe, rapide, dès les premiers actes de ces jeunes et de chercher à faire en sorte que la réponse soit globale. Pas simplement police, mais aussi justice, mais aussi finances publiques, mais aussi assistance sociale. Bref, que tous les acteurs de terrain puissent répondre ensemble et prendre à la racine le mal. Parce que dans tous les quartiers, on les connaît, en fait, celles et ceux qui commencent à déraper à l'école, puis après dans la rue, puis après par la drogue, puis après qui passent par la case prison et ainsi de suite. Et donc, on voit bien quel est l'engrenage qui les conduit finalement, peut-être à la grande délinquance et parfois même au terrorisme. Donc oui, il faut prendre les choses à la racine et commencer par une police qui n'est pas une police d'adversité, mais une police de proximité, une police que l'on connaît. Olivier Faure, Alice Bouilleguet nous a rejoint pour un nouveau face-à-face. C'est à vous, Alice. Oui, on va un petit peu changer de secteur. Si demain la gauche revient au pouvoir, est-ce qu'elle abolirait les ordonnances travail qui ont été mises en place au début du quinquennat? Je pense notamment à l'accord de performance collective avec le deal qui est clair, hein, préserver l'emploi coûte que coûte, quitte à baisser son salaire. Qu'en pensez-vous? Moi, je suis contre les ordonnances Pénicaud parce qu'elles n'ont rien permis et elles ont tout aggravé. Et donc, à un moment, il faut se poser les questions qui doivent... Il y avait une loi travail à réaliser. Il y a une loi travail qui mériterait d'être aujourd'hui rédigée. Cette loi travail, c'est celle qui permettrait d'embrasser notamment l'économie numérique. Comment se fait-il aujourd'hui qu'on ait des gens sans droit, qu'on ait des gens qui n'aient absolument aucune protection sociale, qui soient aujourd'hui sans congé payé? Et ça mériterait qu'on touche sur cette disposition précise, c'est-à-dire cet accord de performance collective, préserver l'emploi, certes, mais baisser son salaire. Est-ce que ça vaut pas le coup de préserver l'emploi à tout prix? Bien sûr que ça mérite réflexion, et c'était déjà possible avant
ces contrats de performance, qui ont été simplement un recyclage de ce qui existait déjà auparavant. Il y a toujours eu cette possibilité, y compris de réduire le temps de travail, de faire en sorte qu'il y ait un accord collectif qui permette de se substituer à l'État antérieur. Mais la loi Pénicaud, ça n'est pas ça. C'est aussi la réduction de tous les droits. C'est la possibilité d'avoir un barème pour les prud'hommes. C'est la possibilité, en fait, d'affaiblir les droits sur lesquels se sont construits les salariés. Parce que dans le contrat de travail, il y a cette idée quand même qu'on a un face-à-face qui n'est pas égalitaire entre celui qui détient le capital et celui qui est un simple salarié. On peut aussi dire qu'il y a le référendum d'entreprise qui peut être une forme de démocratie interne. On peut dire aussi qu'il y aurait une mutuelle pour tous les salariés, ce qui est pas rien non plus. On ne peut pas le dire parce que ça, ce n'est pas l'œuvre de ce gouvernement-là, mais du précédent qui avait mis en place effectivement la généralisation des mutuelles. C'était pas la loi Pénicaud. On pourrait dire qu'ils sont revenus en arrière sur le compte personnel d'activité, qui était un vrai progrès pour la formation continue des salariés. On aurait pu dire beaucoup de choses. Et malheureusement, en fait, ils ont cherché à détricoter des droits qui existaient et affaibli la protection collective. Alors que moi, je cherche au contraire à la renforcer. Parce qu'on a aujourd'hui, malheureusement, trop de prédateurs. Et vous parlez de démocratie en entreprise. Moi, je préférais qu'on dise, par exemple, que demain, dans les conseils d'administration des entreprises, on aura la parité entre ceux qui représentent le capital et ceux qui représentent le travail. Ça, ce serait une proposition qui permettrait de changer d'optique et d'éviter toutes ces stratégies d'entreprise qui font la part belle au capital, mais qui oublient complètement le travail. Merci Alix Bouhegel. Je suis désolé, on est très long sur cette émission. On a beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, je vais vous donner 30 secondes, rien qu'à vous. Et vous allez vous adresser à l'invité de demain. C'est Nicolas Bay du Rassemblement National. Je vais vous demander de lui poser une question. Je n'ai pas envie de poser une question à M. Bay, j'ai envie de poser une question à ses électeurs. Leur dire qu'on peut comprendre quelles sont les souffrances qui les conduisent aujourd'hui à se demander s'il n'y a pas besoin de faire une grande bascule et de passer à autre chose. Mais se demander si c'est vraiment la bonne solution. Est-ce que le nationalisme, est-ce que le populisme, est-ce que l'extrémisme est la meilleure façon pour notre pays, de s'en sortir? Moi, je ne crois pas que ce soit la bonne solution. Et je les invite à regarder peut-être de l'espérance, du côté de ceux qui veulent effectivement une France d'après qui ne soit pas celle d'avant. Et donc, c'est ce que je veux construire avec la gauche. Une gauche plus sociale, plus écologique, plus démocratique et plus féministe. La question n'est peut-être pas adressée directement à Nicolas Bay, mais on lui soumettra quand même. Merci beaucoup, Olivier Faure, d'avoir été l'invité de votre instant politique. C'est la fin de ce premier numéro de ce nouveau rendez-vous sur France Info. Restez avec nous, l'info continue sur France Info.